Donc on a à la fois aujourd'hui des signes macroéconomiques extrêmement inquiétants, mais en même temps, il faut qu'on ait l'audace de regarder un monde qui est extrêmement porteur pour nous, parce que la majorité des classes moyennes sont issues des émergents demain, c'est eux qui vont doper le rythme de la consommation dans le monde, et ces classes moyennes, parmi les modèles les plus, qui les passionnent le plus, il y a tout ce qui est issu de notre culture, de notre patrimoine, de nos produits de luxe, de notre agroalimentaire, de nos modes de consommation, etc. Et j'ai résumé là sur la slide un peu les grands principes qui ont dicté la démarche. Il y a quatre grands principes. Le premier, il est sans doute essentiel, après cette idée des avantages comparatifs que j'évoquais à l'instant. Il est essentiel parce que l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on a finalement une structuration territoriale qui ne correspond pas à la réalité des flux, des rythmes, des échelles qui opèrent dans la mondialisation. On a, vous voyez, comme un système où vous auriez dans une entreprise vos équipes commerciales qui sont là et votre marché qui est là. Et que si à chaque fois quelqu'un voulait adresser son marché, il devait faire le déplacement et ensuite il était ramené à sa case initiale. Donc on a aujourd'hui, on n'a pas de concomitance, de coïncidence, de mise en phase, de mise en cohérence, à la fois des flux et des enjeux qui vont avec ces flux, des rythmes et des enjeux qui vont avec ces rythmes, des échelles et des enjeux qui vont avec ces échelles, avec notre structuration administrative. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une démarche prospective. C'est-à-dire que ce n'est pas imaginons la manière dont on va faire la France de demain, c'est finalement comment la France vit aujourd'hui, comment la France s'articule avec le monde aujourd'hui, et quel est finalement le plan qui correspond à cette réalité. Donc une fois que la question est posée et que le constat est partagé, maintenant par tout le monde, sur la nécessité de refaire, de faire des réformes de structure à partir des territoires, il faut encore comprendre quel territoire, quelles échelles, quel rythme, quel système de décision, quelle logique économique pour opérer cette transformation. Donc voilà sur cet élément, deux chiffres plutôt, qui corroborent un peu cette approche. Un chiffre qui est dans le dossier, que vous verrez, et qui résulte d'une étude qu'a fait McKinsey en 2011. McKinsey dit quelque chose qui est extrêmement simple et qui montre ce déphasage. Il dit les flux commerciaux dans le monde ont une croissance de 7% par an. 7%. Les flux de capitaux ont une croissance de 10% par an. Et les flux d'information ont une croissance de 50% par an. Et on voit bien, en fin de compte, et nous, notre dynamique de mouvement, elle est extrêmement faible. Et donc on voit bien, en regardant les flux de capitaux, les flux commerciaux, les flux d'information, combien finalement on a des systèmes d'information, une dynamique d'information, une dynamique de communication, et donc une dynamique de projet, quelque part, qui va beaucoup plus vite que les dynamiques qu'on est à même de gérer aujourd'hui dans l'organisation actuelle. Le deuxième chiffre, qui est très interpellant, et aussi qui est évoqué à deux ou trois reprises dans le rapport, c'est l'écart de dépenses publiques avec l'Allemagne. L'Allemagne a 163 milliards de dépenses publiques en moins que la France. Donc cet écart de dépenses publiques correspond en grande partie, en très grande partie, majoritairement, à des modèles d'organisation. Alors pour faire ce travail et cette démarche, donc d'abord on a constitué un groupe qui travaille depuis à peu près 2 ans avec des entrepreneurs, des universitaires, des élus, des gens qui travaillent dans la fonction publique ou dans les collectivités locales. Et on a travaillé sur une idée extrêmement simple. C'est de dire on va positionner 5 principes, 5 critères de croissance comme 5 calques. En disant finalement pour faire du développement, il faut une organisation qui réconcilie le monde productif et le monde de la valeur ajoutée. Et ça, c'est un élément essentiel si on veut redonner ce qu'on appelle souvent de l'avantage hors coût, l'avantage hors prix à notre économie. Donc pour ça, il faut réconcilier les zones productives et les zones métropolitaines, là où on fabrique des produits, là où on fabrique de la valeur ajoutée, et recréer ce terrain et cette proximité. Deuxième filtre, il faut travailler les mobilités. Et on voit, il y a 36 rapports là-dessus, combien les mobilités sont des vecteurs de croissance fondamentaux. Troisièmement, il faut mobiliser l'épargne dans les territoires. C'est-à-dire recréer un principe de financement, non pas mutualisé au niveau mondial, mais reterritorialisé, de tout temps, voilà,
le financement est un des principaux moteurs de la croissance, que ce soit du financement d'entreprise ou d'infrastructures. Le principe 4, c'est l'emploi et quelle est l'échelle pour coordonner des politiques d'emploi et de développement. Et le principe 5, c'est un principe sur l'innovation. Donc on s'est dit, on isole ces 5 principes de croissance, 5 calques, et puis on voit quelle est l'échelle idéale pour, par exemple, le financement. Quelle est l'échelle idéale pour reterritorialiser de l'épargne? Quelle est l'échelle idéale pour reterritorialiser et pour être efficace en termes d'innovation? Quelle est l'échelle idéale pour être efficace en matière de politique d'emploi? Sans se dire on part du modèle actuel, on part d'un modèle de l'État ou d'un modèle européen, en étant sur une page blanche. Donc on a fait ces 5 calques, et on a rajouté derrière ces 5 calques une cinquantaine de calques qui sont là, pas les nôtres, mais des calques d'autres organisations. Les centrales d'achat de Carrefour, les directions régionales des grandes compagnies d'assurance, les structures régionales de la Croix-Rouge, toute une série d'organisations qui, elles, n'ont pas les moyens de se complaire dans un système ancien, qui sont obligées, pour avancer, d'être très pragmatiques dans leur gestion géographique et leur gestion du territoire. Et du coup, on a ensuite superposé tous ces calques. Et on a dit, en fin de compte, le territoire de demain, le territoire opérationnel de demain, il va se dessiner tout seul. Parce qu'il ne se dessine pas parce qu'à l'Assemblée, dans un ministère ou dans telle organisation, on décide de faire 15 régions au lieu de 22, supprimer ou pas des départements. La vraie carte, elle va se dessiner par rapport à la manière dont les gens, les systèmes, les organisations, les entreprises ont évolué en s'affranchissant, elles, pour la plupart, des modèles territoriaux actuels. Donc voilà, on a tous nos filtres. Et donc on a mis tous ces filtres et on dit qu'est-ce que ça donne. Avant de regarder la carte, on a fait donc une slide un peu intermédiaire qui, à l'échelle d'un territoire fictif, explique un peu la logique. C'est de dire, on met les territoires à 1h30 du monde par le biais, par le truchement d'une métropole. On ne peut pas disperser toutes les fonctions métropolitaines ou toutes les fonctions à valeur ajoutée dans les territoires. Mais en revanche, il y a une véritable qualification, connexion, s'il y a, pour le patrimoine, pour l'artisanat, pour l'industrie, pour le tourisme, un accès à ces fonctions à effet de levier, qui sont des fonctions de mobilité, des fonctions de ressources humaines, des fonctions d'épargne, de financement et des fonctions d'innovation. Et on a, avec ce schéma très imagé, un schéma qui montre bien combien finalement ce transfert aujourd'hui ne peut pas s'opérer dans la manière dont est construit notre territoire, et notamment sur la base des 5 critères que j'évoquais tout à l'heure, et qui sont corroborés par les 50 cartes qu'on a mises en calque derrière, qui sont des calques d'organisations existantes, commerciales, industrielles, et qui ont fait ce mouvement bien avant le politique, puisqu'ils n'ont pas de choix s'ils veulent vivre et durer, alors que le politique a les moyens par la dette de persister dans des choix qui sont des choix à contresens et non pas des choix logiques. Quand on agrège toute cette carte, on a bien entendu du coup une nouvelle carte de France. Donc là, on n'a pas fait 8 pour faire 8, on n'a pas fait 8 pour faire plaisir à 8 villes, on a fait 8 parce qu'aujourd'hui, ces 8 pôles sont des pôles d'attractivité très forts et des pôles de rayonnement qu'il faut augmenter. Donc ces pôles, vous voyez, sont matérialisés dans cette carte par deux types d'icônes, des points qui montrent finalement l'attirance des territoires, le lien entre les territoires et ces grandes métropoles connectées au monde, et puis des rayons qui montrent que finalement on ouvre davantage les territoires au monde si on opère cette implémentation de fonctions métropolitaines dans ces grands territoires. Et donc on a un double effet, on a l'effet qu'on voyait tout à l'heure, à 1h30 d'une métropole, on est plus efficace pour basculer et tirer parti de la mondialisation et basculer dans le reste du monde. Aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est de plus en plus modulaire. Et vous avez peut-être vu le dernier rapport de l'OMC qui explique le système des chaînes de valeur et qui dit aujourd'hui le Made in France n'est pas, la quintessence de la performance économique dans la mondialisation. La quintessence à terme de la performance économique dans la mondialisation, c'est son apport en valeur ajoutée à des chaînes de valeur. Voilà, donc cette carte est la résultante de ces calques, et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle n'est pas une vue de l'esprit, elle n'est pas un choix de rationalisation du millefeuille.
c'est vraiment lisez ou les déclarations, ou regardez les déclarations du gouverneur de la Banque de France, on voit bien la limite. Il faut rationner le millefeuille, c'est structurellement nécessaire, mais après, une fois qu'on a posé ça, comment? Et comment pour pas justement casser la croissance? Parce que si on casse le millefeuille sans que c'est un sens, c'est-à-dire qu'on modifie un modèle sans se préoccuper de son marché, on a là un vrai risque de rupture dans l'évolution institutionnelle. L'autre question donc, qui se pose, c'est comment gouverner tout ça? C'est la deuxième question auquel on essaye de répondre. Pour gouverner tout ça, on dit trois choses. On dit d'abord qu'on supprime les 22 régions et les 100 départements. Soit les 22 conseils régionaux et les 100 conseils généraux. Supprime les 22 conseils régionaux et les 100 conseils généraux. Et on remet tout le monde dans des assemblées régionales, dans des pôles territoriaux, et on crée 8 assemblées régionales qui correspondent à ce qu'on a vu avant, 8 pôles territoriaux, et qui concentrent un maximum de compétences, empruntées pour une partie aux conseils généraux, empruntées quasiment pour toutes aux conseils régionaux actuels, et empruntées en partie à celles de l'État aujourd'hui, et notamment en transférant dans ces assemblées régionales un pouvoir réglementaire et normatif pour être plus rapide, plus opérant, plus efficace dans les politiques publiques. Donc ces assemblées régionales, elles prennent du pouvoir régional actuel, elles prennent une partie des pouvoirs des conseils généraux, l'autre partie étant basculée dans les communes ou dans les intercos ou dans les métropoles, et elles prennent une partie des pouvoirs de l'État, pour autant que ces pouvoirs soient des pouvoirs opérationnels dans les stratégies de développement ou d'aménagement du territoire. Comment on élit ces conseillers régionaux, ces nouveaux conseillers régionaux qui animent les pôles territoriaux, au travers de 2 collèges, un collège qui est situé dans les communes, et un collège qui est situé dans les départements, pardon, et un collège qui est situé dans les métropoles. Donc on fait des départements, des circonscriptions, plusieurs circonscriptions, qui sont les circonscriptions au sein desquelles on élit les conseillers régionaux qui siègent dans ces grands pôles territoriaux. Et on met une part de proportionnelle pour qu'il y ait des logiques de projet dans ces grands ensembles territoriaux. Donc c'est un scrutin mixte, majoritaire proportionnel, mais dont la partie majoritaire est assise sur des circonscriptions départementales. On enlève les conseils généraux, mais on garde l'échelle départementale. Et on garde l'échelle départementale pour maintenir le dialogue entre l'État et les communes. Donc cette nuance mérite d'être bien soulignée, c'est-à-dire qu'on supprime les conseils généraux, qui fusionnent dans les pôles territoriaux, et les départements restent, d'abord parce que c'est un maillage électif dans cette stratégie, et c'est un maillage pour l'État. L'État reste au plus près du territoire, dans ses fonctions de coordination, dans ses fonctions régaliennes, au plus près des communes, en gardant ses préfectures départementales telles qu'elles existent aujourd'hui. Et enfin, et ça c'est moins de la politique fiction, heureusement ou malheureusement, vous voyez, c'est que quand on calcule le gain qui pourrait être fait aujourd'hui dans cette mise à niveau, je reprends l'idée de départ, dans cette coïncidence des systèmes, on arrive à une économie en rythme annuel à l'issue du processus qui pourrait être d'à peu près 60 milliards. Donc on voit, c'est un chiffre assez fort, mais en même temps, je dirais que ce n'est pas un chiffre surréaliste. Si on regarde, et je reviens à l'exemple allemand où on dit qu'on voit qu'on a 210 milliards d'écart de dépenses publiques, donc sur les 3 comptes publics, État, collectivité et sécurité sociale, mais 60 milliards au regard de l'écart de dépenses publiques qu'il y a en Allemagne par rapport à leur modèle d'organisation, ce n'est là encore pas une vue de l'esprit. On a fait les calculs, ils valent ce qu'ils valent, puisqu'on n'a pas passé non plus l'essentiel de notre temps à ça, mais les calculs qu'on a faits montrent aujourd'hui que cette trajectoire de 60 milliards, elle est possible, sans toucher encore une fois les investissements. On ne remet en cause aucun investissement, on ne préfigure pas donc les leviers de croissance par l'efficacité du système, et on ne préfigure pas non plus les leviers de croissance par ces grands emprunts qui recanaliseraient de l'épargne vers les territoires, puisque cette épargne elle existe, mais elle va beaucoup plus à l'international qu'en France et que dans les territoires, et qu'il y a des effets de levier formidables à prendre par rapport à cette épargne disponible et mal canalisée en France. Voilà